l'Organisation des travailleurs et étudiants sénégalais de France, l'OTC, a organisé cette conférence
qui amorce le démarrage officiel de nos activités citoyennes pour participer au débat démocratique de notre pays qui est le Sénégal. Pour cela, le PCF remercie avec la manière la plus belle Maître Tim qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette manifestation. Et nous voulons que ce remerciement à l'endroit de Maître Tim soit traduit par une motion de félicitations. Donc nous demandons à toute l'assistance de bien vouloir se lever pour accorder cette faveur à Maître Tim qui a tout fait pour la réussite de cette manifestation. Donc nous vous informons que Maître Tim est avocat à la Cour et spécialiste du droit pénal international. Nous remercions aussi Maître Samba Cham, avocat à la Cour et professeur agrégé de droit, qui nous est venu de Dakar. Et malgré son calendrier très chargé, il a tenu à honorer de sa présence. Nous remercions le professeur Henri Pémo, qui va participer aussi à cette conférence internationale. Nous remercions également nos frères congolais et gambiens, notamment le frère Bayo Sidia, qui est aussi présent dans cette salle. L'Association des étudiants et travailleurs sénégalais de France remercie toutes les associations sénégalaises présentes en France pour leur forte mobilisation. Nous remercions également tous les chefs religieux qui sont présents dans cette salle, les représentants des partis politiques, notamment le Front, pour le Front patriotique pour la défense de la République, dont le coordonnateur national, M. Mamadou Diop Decroix, sera présent. Nous remercions également le chef de cabinet, le ministre Pape Samba Mboup, qui a quitté Dakar pour participer à cette rencontre. Nous remercions la Fédération du Parti démocratique sénégalais de France, représentée ici par son coordonnateur, M. Maïssa Touré. L'Organisation des travailleurs étudiants sénégalais de France remercie également le mouvement Askaou, dirigé par le frère Atab Ndiaye. Nos remerciements vont à l'endroit du MISAC, le mouvement international de soutien à l'action de Karim Wade, dirigé par la sœur Ngone Gomis. Nous remercions le SICAO, dirigé par notre maman Sira Niamé Touré. Nous remercions le club Mali, dirigé par notre frère Racine Gueye. Le PCF remercie également tous les membres de l'association, pour leur mobilisation. On ne saurait oublier la brave sœur Aïcha Gueye qui nous est venue de Genève pour participer à la réussite de cette manifestation. Sans plus tarder, vu que nous sommes un peu coincés par le temps, je vais introduire M. Samba Cham, qui sera le modérateur durant cette conférence. M. Cham, vous avez la parole. Mesdames, Messieurs, en vos qualités, titres et rangs, je tenais à vous saluer. Permettez-moi d'adresser ma respectueuse considération aux autres personnalités qui nous entourent. Je tenais également à remercier les organisateurs de cette conférence. Ibrahima, je suis très sensible à l'appel de mes compatriotes
aux étudiants depuis l'université. Je suis là parce que mon ami me l'a demandé. Je reviendrai pour ce qui le concerne. Je souhaiterais vous présenter un avant-propos, poser le problème et rendre la parole à César. Regardez comme quelque chose d'onéreux, non ce qu'il vous en coûte, mais ce qu'il vous en coûtera pour ne pas vous être défendu. C'est le propos de Desmontaigne. Il n'y a pas de combat qui vaille que celui des droits de l'homme. C'est le propos de notre regretté confrère Mambasine Niang. Des droits de l'homme, de tout homme. C'est le mot de notre regretté, le premier président Kéba Mbaye. Que dire de la logique judiciaire, de l'art de juger? Pourquoi on parle de procès équitable, d'égalité des armes, de recours effectif, si ce n'est pour préserver l'image de la justice? Et on attend de cette justice la paix. C'est la source de la paix, c'est la justice qui est garante de la croissance économique. Je voulais partager avec vous une anecdote humoristique racontée par Mitoy Mubiala. Cette dame, elle passait à côté du palais de justice. Elle s'adressait à une personnalité. Elle lui dit: où est le palais de justice? Et l'autre de lui répondre: le palais est là, la justice, je ne sais pas où elle se trouve. Dès lors, qu'est-ce que la justice? Je vous propose un extrait du discours de Mirabeau sur l'organisation judiciaire. La justice est un besoin de tous et de chaque instant. Comme elle doit commander le respect, elle doit inspirer la confiance. Il n'y a de pouvoir qui agisse plus directement, plus habituellement sur les citoyens que le pouvoir judiciaire. Les dépositaires de ce pouvoir sont ceux sur le choix desquels la nation a le plus grand intérêt à veiller. Pour la sentence, les juges ont la mission de rétablir l'ordre. Une justice faite à un seul est une menace faite à tous. Or, pour mener un combat d'effectivité des droits de l'homme, il faut une politique de promotion, une culture, une éducation aux droits de l'homme, certes, mais encore et surtout des instruments et mécanismes de protection des droits de l'homme. Dans le cadre de la protection internationale des droits de l'homme, par exemple, nous pouvons citer l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu, exilé. Le groupe de travail sur la détention arbitraire, ce groupe composé de 5 experts, ce groupe de travail qui a été créé en 1991 et qui a donné mandat et qui a reçu mandat de dire si une détention est arbitraire ou non, peut-il constituer un mécanisme efficace de protection internationale des droits de l'homme? Est-il une simple expression politique du Conseil des droits de l'homme ou une manifestation concrète et juridique de l'Assemblée générale des Nations unies? Ainsi, poser véritablement le problème, quelle est la place du groupe de travail sur la détention arbitraire? Les avis du groupe de travail ont-ils une force juridique obligatoire? Font-ils partie des sources internationales? Font-ils partie des sources du droit international des droits de l'homme?
si l'on considère que la Cour européenne des droits de l'homme récemment a déclaré un recours irrecevable parce que le groupe de travail avait été déjà saisi et émis un avis. Je rappelle que le groupe de travail se base sur les sources fondamentales, plus précisément sur la Déclaration universelle des droits de l'homme, sur les pactes, et je veux parler du pacte relatif aux droits civils et politiques. Est-ce qu'on doit, en se basant surtout sur le fait que le Comité des droits de l'homme et le groupe de travail sont mis ensemble pour poser la règle non bis in idem, est-ce qu'on devrait en déduire que l'autorité de la chose jugée que l'on devrait attribuer au groupe de travail? Je vous l'avais dit, il faut rendre à César ce qui est à César. Nous nous sommes connus à la faculté de droit. Je vais me vanter un tout petit peu à ses côtés, puisque j'ai été reçu au concours de la plaidoirie. J'étais étudiant et il était mon jeune frère. Nous nous sommes suivis. Et d'ailleurs, il est venu premier dans le cadre de ce concours. C'est à cette époque que j'ai eu la chance de découvrir la Gorée et de bénéficier d'un abonnement. À l'époque, nous étions des étudiants et par la suite, chemin faisant, nous nous sommes retrouvés à l'Institut des droits de l'homme et de la paix et il y intervient pour enseigner le droit pénal international. Il est docteur pour correcteur parce qu'il a soutenu une très très belle thèse et une grande thèse sur la politique juridique de l'ONU. Il a obtenu son CAPA, certificat d'aptitude à la profession d'avocat, à l'école du barreau de Paris. Il est donc avocat au barreau de Paris, fondateur d'un cabinet d'avocats sur l'avenue Fredland dans le 8e arrondissement. Mais je voulais vous parler un tout petit peu de sa dimension scientifique avant de revenir sur son expérience dans le domaine des droits humains. Puisque je parlais de dimension scientifique, il est co-auteur de 2 ouvrages, Terrorisme d'abord, Terrorisme et droit international, publié par l'Académie de la Haye en 2007. Et justement, en 2007, il a été un expert indépendant pour la France en Asie du Sud-Ouest, dans le cadre de la résolution 1540. Autre ouvrage collectif, ouvrage auquel il a participé largement, c'est Commentaires du statut de Rome, instituant la Cour pénale internationale, publié en septembre 2012, et marqué par le prix de l'Académie des sciences morales et des sciences morales et politiques à Paris. Je voudrais terminer par son expérience dans le domaine des droits humains. Ce jeune, mais grand spécialiste du droit international des droits de l'homme, certifié par l'Académie de la Haye, attesté par le Haut Commissariat des Nations Unies, reconnu par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Mesdames, Messieurs, je voulais vous parler de Maître Abdoulaye Tine. Et à qui j'ai l'honneur de donner la parole, tout en attirant votre attention qu'à gauche, à côté de lui, il y a mon collègue, professeur, et disons aussi son Excellence, candidat à la présidence au Congo, que je salue au passage. Merci, chers confrères et collègues. Permettez-moi d'abord d'adresser mes vifs remerciements à la salle qui nous a fait l'amitié d'être là cet après-midi, malgré le fait que c'est un samedi, un jour de congé. Mais vous l'aurez senti dans le propos de mon excellent confrère Sambadja, on parle de la justice, on parle des droits de l'homme, des droits qui sont applicables à tout homme, en toutes circonstances et en tout lieu, quoi qu'on ait dit et quoi qu'on ait fait. Il a rappelé une injustice faite à un homme est une menace adressée à tout le monde. Il est donc de la responsabilité de tous et de chacun de se mobiliser et de faire de sorte que ce qui est juste soit fort. Comme disait Blaise Pascal, la justice sans la force était impuissante, mais la
Donc il est de l'obligation, devoir de chaque citoyen dans la cité d'œuvrer, de faire de sorte que ce qui est juste soit fort et ce qui est fort soit juste. Ceci étant bien sûr, c'est tout le sens de l'évolution qu'on a notée au niveau du droit international des droits de l'homme. Il a rappelé que le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire est une création onusienne, mais une création qui émane d'un organe. L'organe, c'est l'Assemblée générale des Nations Unies. Pour rappel, les Nations Unies ont les organes principaux. Ces organes, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui a une compétence exclusive pour tout ce qui concerne la paix et la sécurité internationale. Mais à côté, bien sûr, il y a un autre organe qui s'appelle l'Assemblée générale des Nations Unies, où tous les États siègent de manière plénière et chaque État a une voix. Et cet organe, bien sûr, a une compétence large dans tous les domaines de la vie. C'est cet organe qui a institué d'abord la Commission des droits de l'homme. Et la Commission des droits de l'homme a donné mandat pour créer effectivement le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire. Pourquoi avoir créé un groupe de travail sur la détention arbitraire? Je pense effectivement que les Nations Unies sont parties d'un constat. C'est vrai, si dans la période d'après-guerre, nous avons noté une évolution progressive, une montée en puissance du droit international des droits de l'homme, avec l'irruption de l'individu sur la scène internationale qui, auparavant, ne pouvait avoir le droit de contact avec une organisation internationale que par le touchement de son État dont il a la nationalité, désormais avec des procédures semblables à la procédure qu'on a au niveau du groupe de travail, là où vous vous situez, lorsque vous estimez dans votre propre État que les droits internationaux des droits de l'homme n'est pas respecté, vous avez la possibilité, sans informer votre propre État, de saisir directement, bien sûr, le groupe de travail, sans intermédiaire. Je vous rappelle que pour saisir le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire, on n'a pas besoin du ministère d'avocats et que le mode de saisine est un mode de saisine très démocratique, ouvert. L'individu qui estime effectivement qu'il est arbitrairement détenu peut directement, bien sûr, s'en ouvrir au groupe de travail. Il peut aussi demander à ses proches de le faire, mais même des individus ou des ONG peuvent arrêter. Encore mieux, l'autre avancée qu'on a au niveau des institutions, bien sûr, c'est que l'institution de son propre chef peut le faire. Donc c'est une avancée. Ça repose sur une philosophie qui constitue en soi une évolution remarquable au niveau de la société internationale. On se rappelle de l'Habeas Corpus, en 1679 en Angleterre, avant même la Déclaration universelle des droits de l'homme ici en France. Ça a été quelque chose de précurseur, c'est-à-dire le fait d'imposer à la royauté que vous êtes un corps. Nul ne peut s'en approprier sans le contrôle d'un juge. Et quand on parle de contrôle d'un juge, c'est qu'il doit contrôler la légalité de cette détention ou de cette arrestation qui doit être fondée sur des motifs valablement reconnus. Donc, le mécanisme en tant que tel fait que, pour la première fois, on assiste à l'émergence dans la société internationale d'un habeas corpus international. C'est-à-dire lorsque, dans votre propre État, les juridictions n'ont plus la crédibilité, n'ont pas l'impartialité de faire le travail d'une vraie justice, donc vous pouvez effectivement court-circuiter votre État, demander effectivement qu'on juge ailleurs la conformité. Donc c'est une vraie avancée. Cette avancée en soi est donc palpable au niveau du mandat du groupe de travail. Parce que le groupe de travail, comme toute activité humaine, a des méthodes de travail établies qui fixent la finalité et les conditions d'usage. Pourquoi ce long retour sur le groupe de travail? C'est pour vous amener à saisir le contexte général. Dans le cadre de l'évolution des droits de l'homme, qui a amené les Nations Unies, bien sûr, à créer un groupe qui
est amené en tout cas à s'occuper partout dans le monde des questions de détention arbitraire, avec une caractéristique essentielle. La caractéristique essentielle, c'est qu'elle n'a pas de limite au niveau de la compétence personnelle. Ça veut dire que le groupe de travail des Nations Unies peut être saisi par tout homme, là où il se trouve, sans limitation territoriale. Ça, c'est le premier point. Deuxième caractéristique essentielle, c'est que c'est la seule procédure au niveau des Nations Unies qui apparaît comme étant un mécanisme quasi-juridictionnel. Quand je parle d'un mécanisme quasi-juridictionnel, parce que nous sommes au niveau des Nations Unies, donc c'est quelque chose qui est à la fois à la lisière de la diplomatie. C'est pour ça que l'appellation avis, et on y reviendra, derrière l'appellation avis, c'est que les décisions viendront sur la démonstration juridique de la force des avis, mais aussi qui allie la souplesse diplomatique avec la rigueur judiciaire. Ça veut dire que c'est une institution qui fonctionne selon les règles de procédure, c'est-à-dire contradictoire. Lorsqu'on reçoit une plainte, on l'adresse à l'État contre qui la plainte est dirigée pour lui demander ses observations. Et lorsqu'on lui demande effectivement une adresse de communication, rien de plus normal, comme si on est en matière de privation de liberté, et chaque minute qui passe compte, bien sûr, que ce soit encadré par des délais très fixes. Quand je parlais de la souplesse diplomatique, de la rigueur juridictionnelle, c'est que ces délais sont impératifs et effectivement, lorsqu'on ne les respecte pas, bien sûr, il va de soi que on expose bien sûr à un rejet catégorique des communications tardives. Tout cela pour vous dire que nous avons un mécanisme, mon confrère l'a rappelé tout à l'heure, c'est des experts. C'est des experts qui sont choisis pour leurs compétences dans le domaine des droits humains. Deuxièmement, de la procédure, le groupe de travail des Nations Unies fonctionne de manière contradictoire. C'est-à-dire, c'est comme si on vous faisait un procès devant une juridiction nationale. C'est-à-dire, il n'y a rien qui va se faire sous votre dos ou sous le manteau. Si on reçoit des dénonciations, on va vous dire, écoutez, j'ai tel individu qui se plaint de tel comportement. Pouvez-vous me donner vos observations? Si vous faites vos observations dans les délais, bien sûr, ces observations sont prises en compte dans la vie du groupe de travail. Et à partir de là, le groupe de travail, il y a un autre objectif, sa raison d'être, c'est que le groupe de travail a pour mandat de juger la conformité du comportement des organes internes de l'État par rapport à ses engagements internationaux. Parce que l'une des avancées au niveau de la société internationale avec la montée en puissance des droits de l'homme, c'est qu'aujourd'hui, on est arrivé à un ère où le droit international est quasiment à l'ère des droits de l'homme. Ça veut dire que l'interdiction de la détention arbitraire en soi est devenue, comme l'a rappelé la Cour internationale de justice de la Haye, une norme impérative du droit international. C'est-à-dire une norme d'ordre public qui s'impose à tout État en dehors de tout cadre conventionnel. À supposer que vous n'avez été partie à aucun traité en ce sens, on considère que la société internationale ne peut plus s'accommoder de telles pratiques. Et l'objet et la raison d'être du groupe de travail, c'est que partout où des allégations de cette nature vont surgir, il a la possibilité d'enquêter. Ce qui veut dire que son mandat pollution lui donne des pouvoirs d'enquête sur pièces. Il peut demander à l'État de lui fournir des pièces, et il a un pouvoir aussi qu'il met très souvent en œuvre, c'est d'aller sur le territoire de l'État, si c'est nécessaire,
pour effectivement essayer de mener ses propres investigations. Donc, c'est un organe qui a un mandat très large. Et dans la doctrine, la plupart des internationalistes, ils s'accordent à considérer que ça relève du miracle juridique d'ailleurs, cette innovation au niveau du droit international des droits de l'homme. Parce que la matière pénale en tant que telle est une matière que les États veulent garder jalousement. Parce que c'est un enjeu de souveraineté, mais c'est un enjeu de pouvoir chez eux. Et comme disait Prosper Veil, le droit, comme la guerre, n'est très souvent que la continuation de la politique par d'autres moyens. Et c'est pour, effectivement, éviter que le pouvoir puisse instrumentaliser ce droit à des fins autres que le groupe de travail a pour autorité de juger chaque fois qu'il y aura une détention dans le monde sa conformité par rapport aux garanties souscrites au niveau des pactes sur les droits civils et politiques, au niveau du droit international régional, mais aussi au niveau des normes coutumières, comme je vous ai dit tout à l'heure, qui s'appliquent en dehors de tout cadre conventionnel. Tout ça pour vous dire que le groupe de travail des Nations Unies ne crée pas le droit international. Quand le groupe de travail donne un avis, c'est le seul organe des Nations Unies qui est ni politique, ni diplomatique, ni judiciaire, ni diplomatique, mais qui a une obligation de motiver en droit ses avis. Quand vous prenez un avis du groupe de travail, chaque fois avant de faire des recommandations, il doit dire en quoi le comportement incriminé est non conforme aux règles de droit international. Et ces règles, bien sûr, tout le monde le sait, on n'a pas besoin d'être juriste pour savoir que ces règles ont une primauté sur le droit national. On n'est plus maître chez soi. C'est-à-dire, vous êtes maître dans la limite des engagements sociaux. Et c'est important de le rappeler. Tout cela, pour camper le décor à la suite de mon collègue et confrère Samba Thiam, mais pour vous dire aussi que nous pouvons essayer de nous livrer à un exercice d'explication de texte. C'est-à-dire, toute cette philosophie, tous ces principes qu'on a énoncés, on peut essayer de voir comment ils ont trouvé application. L'affaire que nous réunissons aujourd'hui et qui est l'intitulé de la conférence, c'est la question soulevée par l'avis du groupe de travail des Nations Unies rendu dans l'affaire Karim Wade et s'interroger après toute cette polémique, bien sûr, quelle est la vraie portée de cet avis, parce que beaucoup de polémiques, il y a beaucoup de controverses, mais comme le disait Samba Thiam tout à l'heure, en racontant l'anecdote, ça sous-entend que la justice est rendue au nom du peuple. La justice est censée être rendue au nom du peuple sénégalais. Donc, le peuple a le droit à une information juste, vraie. C'est pour ça que nous avons estimé, sans être avocat de Karim Wade ou de l'État, qu'il est du devoir de l'universitaire, de l'intellectuel tout simplement, d'essayer de restituer le vrai sens et la portée des mots. Cette précision faite et en allant à l'essentiel, si on reprend cet avis du groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire qui a été adopté le 20 avril 2015, on s'en rend compte qu'une communication a été adressée au gouvernement du Sénégal le 25 juin 2014 concernant M. Karim Wade. Dès le début, vous voyez, les Nations Unies précisent que le gouvernement n'a pas répondu dans les délais impartis par la communication. Tout à l'heure, je vous ai parlé
du fait que c'est un mécanisme qui conjugue, qui aligne à la fois les souplesses diplomatiques, les surlocutions et les règles de bienséance diplomatique, mais comme on est en matière de droits de l'homme, la rigueur textuelle du juriste, la rigueur juridictionnelle. Donc il constate depuis d'abord que l'État du Sénégal n'a pas répondu dans les délais. Les délais, quand un individu saisit le groupe de travail, je vous l'ai dit de prime abord, il n'y a rien qui se passe dans l'ordre. Tout est transparent, c'est comme devant une juridiction. Il y a quelqu'un qui vous fait un procès, on a reçu une plainte, on vous l'envoie en vous disant que on vous accuse de cela. J'attends vos observations. Et comme on ne va pas vous laisser toute la vie pour répondre, c'est le seul mécanisme onusian d'ailleurs où on impose aux États, vous ne verrez nulle part ailleurs, de répondre dans un délai déterminé. On vous donne 2 mois. Mais on sait effectivement que 2 mois, dans certaines circonstances, peut s'avérer donc peut-être insuffisant. On donne la possibilité à l'État de demander, s'il n'a pas pu répondre dans les délais, mais avant l'expiration du délai de 2 mois, de demander un délai supplémentaire, qui sont systématiquement d'ailleurs accordés. Donc, le groupe de travail peut vous accorder jusqu'à 3 mois supplémentaires. Ce qui veut dire que lorsque le groupe de travail reçoit une plainte, transmet, l'État a 2 mois pour répondre. Après les 2 mois, il y a la possibilité théorique d'avoir un délai supplémentaire. Mais, dans la vie, vous voyez que le groupe constate qu'à l'expiration, l'État du Sénégal n'avait pas répondu. Et plus loin dans la vie du groupe de travail, on a la précision. Le groupe de travail apporte une précision importante en disant que le groupe a communiqué au gouvernement du Sénégal le 25 juin 2014 l'ensemble des informations reçues par la source et que le gouvernement disposait de 60 jours pour répondre et que ce délai expirait le 24 août 2014, soit un dimanche. Logiquement, la réponse du gouvernement aurait dû dès lors être mise le 25 août 2014, parce que en droit aussi bien international, si vous avez un délai qui expire un jour férié ou un dimanche, il est prolongé au premier jour ouvré. Ce qui veut dire que comme le délai a expiré le 24 août 2014, le Sénégal, donc, devait au plus tard déposer le 25. Or, cette réponse n'a pas été soumise au secrétariat du groupe le 25. Cependant, ils l'ont présenté le 26 août 2014. Et le groupe précise dans l'avis, sans que le gouvernement n'ait sollicité des délais supplémentaires, ni apporté des explications en conséquence. Donc la réponse du gouvernement du Sénégal ne saurait être admise au dossier et prise en compte dans l'appréciation du groupe de travail. C'est clair. Je vous l'ai dit tout à l'heure, on est en matière de protection des libertés. On ne peut pas se permettre, lorsqu'on vous prive de liberté, pour l'efficacité du mécanisme, laisser le soin aux États de faire du dilatoire. Nous qui sommes avocats, on est toujours dans l'urgence parce que, quelle que soit votre charge de travail et votre emploi du temps, vous êtes obligé des fois de prioriser parce qu'une personne qui veut des libertés, chaque minute compte. C'est pour ça que je vous parlais de la philosophie. L'habeas corpus, vous êtes un corps, nul ne peut s'en approprier sans le contrôle d'un juge. Cette éthique aligne le groupe de travail dans une logique de protection contre l'arbitraire, partout où ça peut suivre. Alors, le groupe, fort de cette considération, dans cette affaire, est allé à l'essentiel. Le groupe ne s'est pas contenté de dire simplement que le Sénégal n'a pas répondu dans les délais, et je rends un avis.
je vous ai expliqué tout à l'heure que le groupe de travail des Nations Unies sur la détention arbitraire est le seul mécanisme onusien qui a obligation de motiver en droit ses amis. Donc le fait que l'État du Sénégal n'ait pas répondu dans les délais ne dispense pas le groupe de travail de faire correctement son travail, c'est-à-dire de le motiver en droit. Ce à quoi il s'est évertué de faire dans cette année. Lorsque l'on prend la discussion, mon confrère Sambedia vous a parlé tout à l'heure de l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui interdit toute arrestation ou détention arbitraire, en stipulant que nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé. Cette interdiction constitue une règle fondamentale du droit international coutumier, je vous l'ai dit tout à l'heure, et elle est reconnue comme une norme impérative du droit international, c'est-à-dire insusceptible de dérogation. C'est-à-dire qu'un État A avec un État B qui font un traité pour dire, écoutez, on est d'accord mutuellement de ne plus, donc, d'accepter qu'on arrête arbitrairement nos citoyens, cette convention est nulle et de nul effet. Donc c'est une norme impérative du droit international. Donc, le groupe de travail, dans sa motivation, cite cet article qui est hérité de la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789, reprise par la Déclaration des droits de l'homme, la Déclaration universelle plutôt de 1948, adoptée au niveau des Nations Unies, mais qui a été repris au niveau régional, parce que la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, en son article 6, pose aussi la même interdiction. De plus, le principe pour la protection des personnes soumises aux toutes formes de détention, c'est des principes que les Nations Unies ont adoptés en interne pour poser des principes directeurs pour le bon comportement des États. Parce qu'on est conscient d'une chose, que la fonction de juger est normalement une prérogative éminemment divine. C'est quelque chose qui, normalement, revient à Dieu pour les croyants. Alors, lorsque l'homme s'arrose le droit de juger ses semblables, il doit essayer de le faire avec le plus de justesse possible. C'est pour ça que les Nations Unies, en leur sein, ont essayé d'adopter des principes directeurs pour partager les meilleures pratiques, pour promouvoir des modèles. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de l'article 9, que dans la motivation de la vie, l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, que donc dans la vie que le groupe de travail propose, je vous ai parlé du droit international régional, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, adoptée aussi en Afrique, mais également des principes directeurs. C'est sur cette base que le groupe de travail a constaté que des éléments crédibles et concordants, que le groupe de travail, comme je vous l'ai dit, contrairement à ce que laissent entendre certaines personnes, il rappelle dans son avis, n'est pas un juge de troisième ou de deuxième degré. Le groupe de travail n'est pas entré dans le dossier. Ce n'est pas de son ressort. Rien ne l'autorise à se substituer aux États. Par contre, le groupe de travail est le meilleur juge au monde pour pouvoir juger la régularité formelle de la procédure. Il le précise dans son avis. L'ONU est garant et juge du respect des pactes et des instruments internationaux adoptés en son sein et dont le secrétaire général est le garant. C'est sur cette base que le groupe de M. Karim Wade revêt un caractère arbitraire relevant de la catégorie 1 et plus tard 3. Des précisions s'imposent au niveau de la détention arbitraire. Lorsque
l'on parle de détention arbitraire, déjà, si on prend le soin d'examiner les travaux préparatoires des résolutions qui ont créé donc le groupe de travail, c'est-à-dire la position des États, les discussions, les réserves, les nuances et autres, on s'en rend compte que beaucoup d'États déjà avaient repoussé la notion de détention arbitraire. Ils ont dit, mais si vous appelez groupe sur la détention arbitraire, ça veut dire que chaque fois qu'ils vont venir ou qu'ils vont parler de moi, il y a une présomption de détention arbitraire. Donc ça a amené le groupe de travail à préciser ce qu'on entend par détention arbitraire. Quand on dit que, ou quand le groupe de travail, plus précis, dit que M. Karim Wade est arbitrairement détenu, ça ne veut pas dire que M. Karim Wade n'a pas été traduit devant une juridiction, devant des magistrats. Mais les garanties à un procès équitable, les principes essentiels pour une juridiction, pour une procédure pénale digne de ce nom, ont été tellement mis à mal que du coup ça prive tout caractère régulier à la procédure. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre la détention arbitraire. Et c'est pas catégorique. Des fois, le groupe peut qualifier une détention arbitraire lorsque le groupe estime qu'elle ne repose sur aucune base légale. Donc, c'est des catégories dans lesquelles il s'est fondé. Dans l'avis du groupe de travail, vous verrez à plusieurs reprises l'appellation source. La source, c'est la personne, les représentants qui ont saisi le groupe de travail pour porter à sa connaissance ces violations. Ça veut dire que même si l'État du Sénégal n'a pas répondu pendant les délais et que sa réponse n'a pas été admise, n'empêche que le groupe de travail est une institution qui veut travailler pour la justice, donc a l'obligation de motiver. Donc, il s'est livré sur la base des éléments qui étaient là, mais de ses propres enquêtes, parce que le groupe de travail ne s'est pas limité, il ne se limite jamais à la version d'un individu ou de ses avocats. Le groupe de travail a des possibilités d'investigation. Il travaille en étroite collaboration avec un réseau juridique pour vérifier. Et comme je vous ai dit, le groupe de travail peut avoir d'autres sources d'informations complémentaires. La source qui a saisi le groupe de travail, le groupe est obligé de citer la source dans son avis. Mais les autres sources, pour assurer la protection, on les garantit d'anonymat. Que ce soit des ONG, pour ne pas avoir des mesures de rétention, des particuliers, des militants, des simples professeurs de droit, ainsi de suite, qui vont donner une analyse du droit local pour voir effectivement est-ce qu'il y a cette situation. Tout cela pour vous dire effectivement que le groupe a étudié toute la panoplie des garanties qui doivent préluder à un procès juste et équitable. Et lorsqu'il y a des éléments qui font défaut, la conclusion, c'est que la détention doit être qualifiée d'arbitraire. Et c'est la qualification à laquelle le groupe de travail est arrivé dans cette affaire. La thématique de la conférence, nous l'avons intitulée « Quelles sont les incidences juridiques ?» Maintenant que le groupe de travail a qualifié la détention d'arbitraire, quelle est la suite? Si on se met dans une logique d'efficacité, bon, où on raisonne en tant que des avocats, parce que je pense que dans cette profession, on est toujours animé par
culture du résultat, c'est-à-dire qu'est-ce que ça peut donner. Donc, on peut se fondant sur notre expérience, essayer de voir effectivement quelle est l'autorité, la valeur juridique de cet avis, et en droit, quelles sont les conséquences en termes d'obligations légales vis-à-vis de l'État, contre qui l'avis est rendu, et quelles sanctions encourt cet État en cas de d'irrespect. Mais avant de revenir sur ces différents points, j'aurais souhaité partager avec vous quand même les points 47, 48 et 49 de l'avis. Peut-être que, j'imagine, la plupart l'ont déjà lu. Il est rappelé dans l'avis qu'à la lumière de ce qui précède, le groupe de travail est d'avis que la privation de liberté de M. Karim Wade est arbitraire en ce qu'elle est contraire aux articles 9, 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, ainsi qu'aux articles 9 et 14 du Pacte sur les droits civils et politiques et relève des catégories 1 et 3 des critères applicables à l'examen des affaires soumises au groupe de travail. Le point 48, le groupe de travail en tire la conséquence, c'est-à-dire que le groupe demande au gouvernement de la République du Sénégal de prendre les mesures nécessaires pour remédier au préjudice subi en prévoyant la réparation intégrale conformément à l'article 9, paragraphe 5 du Pacte international sur les droits civils et politiques. Et le groupe de travail ne s'est pas arrêté ici dans l'affaire Karim Wade. Parce que le groupe de travail, c'est une institution onusienne. Je vous ai dit que le but des Nations Unies, c'est de promouvoir la justice et l'équité des droits de l'homme à travers le monde. C'est aussi, elle a une fonction pédagogique. À travers chaque affaire, elle essaye de lancer un appel aux États pour qu'ils se ressaisissent, qu'ils corrigent leur comportement. Et là, c'est le dernier mot du groupe de travail. Lorsqu'il s'exprime en ces termes, le groupe de travail rappelle que le Conseil des droits de l'homme a demandé à tous les États de coopérer avec le groupe de travail. Obligation de coopérer. De tenir compte des avis, de respecter, et de prendre des mesures appropriées pour remédier à la situation des personnes privées de leur liberté, ainsi que d'informer le groupe de travail des mesures qu'ils auront prises. Et le dernier mot, c'est en conséquence, et s'adresse à nouveau au Sénégal, le groupe de travail requiert la coopération pleine et entière de la République du Sénégal dans la mise en œuvre de cet avis pour effectivement remédier, c'est important, effectivement, ça veut dire que ce soit effectif, remédier à une violation du droit international. Donc, on demande à l'État de remédier à une violation du droit international. Donc, de ces 3 points découlent 2 constatations. Première constatation, si tant est que le mot puisse avoir un sens et une signification, lorsque on demande, après avoir constaté que la détention est arbitraire, et qu'on vous demande de remédier à la situation, ça veut dire que traiter le mal physiquement, ça veut dire faire cesser déjà ce qui cause du préjudice, de prime abord, qui m'en facile. Ensuite, d'essayer de réparer ce qui peut l'être. Ça veut dire que la vie, en tant que telle, il va de soi, comporte une décision obligatoire à l'État du Sénégal, à l'encontre de l'État du Sénégal, par rapport à la nécessité, quand on dit de remédier à une violation du droit international. Donc ça veut dire que vous l'avez détenu arbitrairement. Si je m'adresse à vous pour vous dire remédier à cette violation du droit international, il va de soi que ça sous-entend, premièrement, de mettre un terme à cette détention que j'ai jugée arbitraire et ensuite indemnisée adéquatement et comme il le précise, selon les principes du droit international, c'est les critères de la réparation. On y revient.
Je vous ai parlé tout à l'heure effectivement des incidences de l'arrêt, des avis du groupe de travail. Déjà, je commencerai par réfuter quelques idées reçues. Vous savez, on dit les idées reçues, la vie dure. C'est très difficile de s'en débarrasser. Et d'ailleurs, même pour les juristes, beaucoup, spontanément, et d'ailleurs, on l'a vu dans cette affaire, parce qu'au tout début, y compris les plus hautes autorités, peut-être certains, c'est normal, parce que ce n'est pas le quotidien de tout le monde, de recevoir un avis du groupe de travail des Nations Unies. Peut-être certains, c'était la première fois de leur vie qu'ils entendaient parler d'un avis. Certains, c'était la première fois qu'ils l'avaient entre les mains. Certains, c'était peut-être la première fois qu'ils essayaient de déchiffrer la nomenclature, parce que, donc, même la manière de rédiger l'avis du groupe de travail, c'est normé au niveau des Nations Unies. On dit que quand on rappelle la source, si l'État a répondu, il faut le remercier, ainsi de suite. Donc je vous ai dit que c'est une procédure ni diplomatique, ni juridictionnelle, mais n'empêche pas que, quand même, comme c'est des questions de droits de l'homme, on doit être ferme et intransigeant avec les principes. Donc, s'ils ne répondent pas dans les délais, il n'est pas question de les prendre en considération. Rien de plus normal pour nous dire. Donc, maintenant que l'avis est rendu, on peut se poser la question de savoir quelle est son intensité juridique, c'est-à-dire quelle est l'autorité, cet avis, quel est son poids par rapport au texte interne. Je vous ai parlé de l'idée reçue selon laquelle les avis restent des avis. Vous savez, quand vous venez à la faculté de droit, la première chose que l'étudiant découvre, c'est que le droit n'est pas le bon sens, même si la plupart du temps il y a une coïncidence. Ce n'est pas parce qu'ils s'appellent avis qu'ils ne sont pas obligatoires. L'appellation avis, comme je vous ai dit, répond à cette logique ni diplomatique. Donc, parce que les États ont voulu qu'on l'appelle avis. Parce que si demain vous prenez une décision étatique et que le groupe de travail prend une décision, ça dévoile tout de suite la mauvaise foi peut-être quelque part. Pour ménager la susceptibilité des uns, le prix à payer, c'était d'appeler avis. Et on l'a appelé avis. Même si aujourd'hui, il y a certains juristes internationaux qui en ont tellement marre de la polémique à chaque fois qu'ils veulent effectivement qu'on enlève l'avis, qu'on les appelle décision. Mais la source de l'autorité de cet avis, le fait que cet avis puisse s'imposer à l'État du Sénégal, quand je parle de l'État du Sénégal, c'est dans sa portion centrale, ça veut dire le président de la République, qui est gardien de la Constitution, qui a prêté serment de respecter et de faire respecter les lois et la Constitution, et que la Constitution sénégalaise reconnaît la primauté du droit international sur le droit interne, et il est de l'obligation première d'ailleurs du président de le faire respecter. Donc cet avis s'impose parce que c'est le droit omniscient, mais il s'impose parce qu'on est dans un domaine qui relève des normes impératives du droit international. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour internationale de justice de la Haye qui l'a rappelé à plusieurs reprises, donc à travers ces accords. Donc l'avis s'impose, je vous l'ai dit, à l'État dans sa portion centrale, mais il s'impose aussi à l'État à travers ses organes. À travers ses organes délibérants, que ce soit l'Assemblée nationale, à travers ces organes judiciaires, que ce soit compris la Cour suprême. L'avis du groupe de travail s'imposait à la Cour suprême du Sénégal. Parce que la Cour suprême, sur les sources de la légalité, il y a effectivement le bloc et qui a une communauté primauté sur les statuts de la CRI et sur tout autre. Non, rien de plus logique. Parce que si chaque État pouvait réviser et réinterpréter les règles à sa guise,
mais il n'y aurait pas de plan international. Il faut qu'il y ait un plan qui fasse continuité. Donc, les avis du groupe de travail, c'est une véritable décision qui s'impose à l'État, Sénégal, tout autre État, mais également à travers ces organes, y compris pénitentiaires, l'exécutif. Tout cela pour vous dire effectivement que vous l'aurez compris, c'est des vraies décisions. Et quand je dis ces vraies décisions, quand je vous ai parlé depuis ma mort de la thématique de la conférence, je vous ai un peu présenté rapidement l'Organisation des Nations Unies que mon confrère Sambatian a ébauché en vous disant que les organes principaux, c'est l'Assemblée générale, c'est le Conseil de sécurité. Mais le Conseil de sécurité a une compétence spécifique. Il ne s'occupe pas du règlement des conflits. C'est différent. Tout ce qui est menace à la paix et sécurité internationale, Conseil de sécurité des Nations Unies. Coup d'État, donc au Burkina Faso, c'est le Conseil de sécurité. Par contre, tout ce qui est aspect, progrès économique et social des peuples membres des Nations Unies. Et quand on parle de progrès économique et social, la justice, comme l'a dit mon confrère Sambatian, est au cœur. Tout ce qui est thématique des droits de l'homme, c'est l'Assemblée générale. Mais comme l'Assemblée générale des Nations Unies ne cesse pas tous les jours, ils ont créé un Conseil des droits de l'homme à Genève. Ce Conseil des droits de l'homme est obligé de rationaliser sa mission pour être efficace. Comme disait Max Weber, l'avènement de l'État, c'est la rationalisation et la spécialisation des tâches. Donc, à partir de là, ils ont créé ce groupe de travail qui a cette mission exclusive, faire cesser les détentions arbitraires à travers le monde, examiner les allégations et aider les États. Parce que, comme je vous ai dit, dans la rédaction de l'avis, non seulement on se prononce sur un fait, mais on donne des leçons. C'est-à-dire qu'il y a une fonction pédagogique pour que cela ne se répète plus. C'est pour ça qu'il dépasse l'État, il parle des autres États, et il demande à l'État effectivement de tenir compte, et il demande aux autres États aussi de prêter une forte à la mise en œuvre de la vie. Et le fondement de ces boutades, c'est l'article 25 de la Charte des Nations Unies. L'article 25 de la Charte des Nations Unies, c'est que tous les États membres des Nations Unies ont pris l'obligation, l'engagement plutôt, de respecter, mais de faire respecter les décisions de l'organisation. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la mise en œuvre, le respect de la vie, du groupe de travail, que ce soit de cet avis ou de l'autre, ça ne relève pas seulement du Sénégal, mais tous les États des Nations Unies doivent s'abstenir de tout acte qui peut entraver la mise en œuvre de cet avis, c'est-à-dire ne pas coopérer contre un État qui sera récalcitrant, qui va pouvoir aller plus loin en demandant des saisies et autres, mais de manière un peu beaucoup plus explicite, c'est que demain, s'il y avait une demande d'assistance, on doit effectivement apporter un concours. Donc le fondement, je vous l'ai dit, c'est l'article 25 de la Charte des Nations Unies, mais également, et plus récemment d'ailleurs, mon confrère Sambatian vous a parlé tout à l'heure rapidement de l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, déclaré une affaire irrecevable parce qu'elle a été déjà jugée par le groupe de travail des Nations Unies pour vous montrer que lorsque le groupe de travail se prononce, on estime effectivement que lorsqu'il n'y a pas de prévision que l'on s'est prononcé, voilà, c'est revenu de l'autorité de la chose jugée. Ça veut dire que les faits ne peuvent même pas être rejugés une deuxième fois, même sous une qualification différente. Ça, c'est le sens des indications juridiques des avis de travail des Nations Unies. Maintenant, je vous ai parlé de cette idée reçue. Désormais, vous comprenez pourquoi ces décisions, on a choisi de les appeler des considérations diplomatiques, mais qui ont une vraie force juridique, qui trouve sa source dans la Charte des Nations Unies, l'article 25, où les États prennent l'engagement de respecter
simple d'ailleurs, dans la vie de tous les jours. Si on transpose le raisonnement, admettons, on est membre d'une association et que l'association prend une décision, même si on l'appelle la vie des fois, et que demain, les membres disent « Ah non, 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 moi je ne respecte pas. Je ne respecte pas. » Donc, la question qu'on doit se poser est de savoir, est-ce qu'une association peut tolérer des membres qui ne respectent pas ses décisions? Première question. Tout cela pour vous dire qu'il y a une confusion sémantique dans cette affaire. La confusion, c'est bon nombre de juristes ont confondu le caractère obligatoire d'une décision et le caractère exécutoire d'une décision. Ce sont deux choses différentes. Vous êtes membre d'une association, quand l'association prend une mesure, c'est obligatoire pour tout le monde. Mais est-ce qu'il y a un membre qui ne s'exécute pas ou qui n'a même pas ses cotisations, ou avec le délai et tout ça? Est-ce qu'il y a des voies qui sont faites pour l'exécution forcée? Là, on est obligé de se rendre à l'évidence. Je vous ai parlé de l'habeas corpus, Picor C-179, pour lutter contre l'arbitraire, la tyrannie royale, pour imposer que lorsqu'on vous arrête, que vous ayez tout de suite, immédiatement, l'assistance qu'un juge puisse contrôler, la réalité, pourquoi vous êtes arrêté, et le bien fondé, et si ce n'est pas le cas, bien sûr, on a voulu le transposer au niveau international. Le droit international, c'est un work in progress, c'est quelque chose en devenir, en construction. Aujourd'hui, on a une cour pénale internationale. Il y a 50 ans, personne n'aurait cru qu'on puisse avoir une cour qui soit à la Haye capable de juger. Donc, c'est quelque chose. Pour vous dire qu'à ce stade, la société internationale, les arrêts sont obligatoires, mais il n'y a pas de voie d'exécution forcée qui sont prévues. Il n'y a pas un huissier international à qui les conseils de Cariouane peuvent aller donner pour instrumenter, ouvrir les portes de Rebeuss avec des gendarmes internationaux écartés. Ça n'existe pas. Peut-être ça arrivera un jour. Vous savez, un de mes professeurs me disait que, vous savez, pour être spécialiste du droit international, il faut être un peu rêveur, il faut être idéaliste. Et les utopies d'hier sont les réalités d'aujourd'hui, pourvu qu'il y ait entre les deux forces pour les pousser. Ce qui est aujourd'hui impossible, peut-être dans 10, 15, 20 ans, quand il y aura des avis, je ne sais pas, peut-être 50 ans, ce sera possible. Mais à ce stade, il faut retenir que l'avis est obligatoire, même si, effectivement, il n'y a pas une voie d'exécution internationale qui est faite. C'est un constat du caractère insuffisamment organisé encore de la société internationale, qui est embryonnaire, qui cherche à transposer les mécanismes internes en international. Et comme les États, c'est hétéroclite, il y a des considérations diplomatiques, c'est pas facile de le faire, mais n'empêche effectivement que c'est des obligations. Et qui dit obligation, comme le disait Hans Kelsen, ce qui fait sortir ou ressortir le caractère obligatoire d'une norme. Comment peut-on savoir qu'une norme est obligatoire? C'est parce que lorsqu'il y a une sanction derrière, c'est-à-dire si je ne le respecte pas, est-ce qu'il y a une sanction positive qui peut se faire? Autrement dit, ça m'amène à aborder la question des incidents, c'est-à-dire si le Sénégal continue à dire que la vie n'est pas obligatoire, à quoi s'expose l'État du Sénégal? Lorsque vous lisez l'avis, il demande au Sénégal et aux autres États non seulement donc, de coopérer dans la mise en œuvre de l'avis, mais de l'informer. Ça veut dire que théoriquement, dans les 4 mois qui ont suivi l'avis, l'État du Sénégal, et j'en suis sûr peut-être s'ils ont estimé devoir aller s'expliquer à Genève, ils ont reçu une relance. Dans les 4 mois, le groupe de travail, de son propre initiative, peut vous dire, écoutez,
où en est le dossier. J'ai rendu un avis. Vous savez, mon avis, ça coûte beaucoup d'argent. Les experts, je les paye beaucoup d'argent. Les experts, ça coûte cher la vie à Genève. Les experts, quand je les envoie, ça coûte cher. Donc, vous n'allez pas me dire quand même qu'on mobilise toutes ces ressources pour rendre des avis, et vous pouvez les jeter comme ça. Donc, qu'avez-vous fait de là? Il y a deux options possibles. Soit l'État va dire, écoutez, je l'ai mis en œuvre, la personne a été libérée. Et sur ce, je précise que si la personne est déjà libérée, le groupe ne peut plus aller plus loin. Par contre, si la personne n'est pas libérée, ce qui va se faire, c'est que le groupe de travail des Nations Unies prend le dossier et le transmet à son supérieur, entre guillemets. C'est-à-dire, avant c'était la Commission des droits de l'homme, aujourd'hui c'est le Conseil des droits de l'homme. Le Conseil des droits de l'homme est habilité. Vous savez, il y a un système de notation des États. Ils ont estimé que les États, des fois, c'est comme des enfants. Il faut savoir les récompenser quand ils agissent bien. Et quand ils ne se comportent pas bien, il faut le faire connaître à tout le monde. Et comme ça, ils auront honte. N'aime forcher, comme disent les enfants. C'est-à-dire, on peut effectivement vous faire cette publicité. Le Sénégal, l'année dernière, était en train de se bagarrer pour passer à la note A. Le Sénégal peut voir encore sa note dégradée. Ça, c'est une option. C'est une sanction sortante. Plus tard, on a vu qu'à un certain moment, la Libye s'est fait exclure du Conseil des droits de l'homme. Parce que on ne peut pas accepter autour de la table des gens qui vont siéger, reprendre les mêmes décisions qu'ils n'ont pas jugé utile de respecter. C'est quelque chose de logique. Donc, il peut y aller jusqu'à l'exclusion. Mais sur un registre beaucoup plus contraignant, ça peut aller jusqu'au comité des droits de l'homme, qui n'est pas le Conseil des droits de l'homme, et qui est chargé aussi de sanctionner les violations, et qui siège, non pas donc à Genève, mais à New York. Vous me direz, est-ce qu'on peut forcer le Sénégal militairement? Non. Je dirais tout de suite, c'est pas possible. Pour l'instant, la seule procédure aménagée à la matière, c'est lorsque un État a une décision favorable devant la Cour internationale de justice de la Haye contre un autre État. Et l'État ne respecte pas l'arrêt. L'État bénéficiaire de l'arrêt peut aller voir le Conseil de sécurité des Nations Unies et demander l'exécution forcée. C'est l'embargo diplomatique, l'interdiction de voyage jusqu'à possibilité de recours. C'est le seul mécanisme. Pour l'instant, à ce stade, je ne veux pas, il n'y a pas. Mais il n'empêche effectivement que ces avis sont obligatoires. Les incidences ne sont pas seulement au niveau des Nations Unies, c'est aussi l'État dans ses rapports avec les autres. Si demain, il voulait par exemple revenir en France, la France, par rapport à cela, peut-être cet avis peut faire barrage par rapport à ce qu'ils envisagent de faire pour la suite de la procédure. Parce que l'avis, c'est je demande à tous les États de coopérer et d'apporter une foi à ce que cet avis soit actif. Et cet avis, je ne rends pas de faux. Et je ne rejuge pas de foi. Autre chose aussi, c'est sur tout autre registre, c'est que désormais, depuis que la ligne est rendue, on peut estimer que M. Ouad est victime d'une séquestration arbitraire. Ce qui est une infraction continue, tant que la personne n'est pas libérée. Nous avons eu un arrêt de la chambre criminelle, de la Cour de cassation ici, quelqu'un qui était retenu à l'étranger, sans jugement. Et ces conseils ont décidé de porter plainte avec constitution de partie civile. Dans un premier temps, les juges d'instruction ont dit non.
Pourquoi? Parce qu'il y a des immunités diplomatiques, des gens, et tout ça. Chambre de l'instruction, confirmation. Mais la chambre qui vient de la Cour de cassation a cassé cette décision et a estimé effectivement qu'il suffit que les circonstances soient vraisemblables pour qu'on puisse effectivement étudier. Et quand on ouvre une plainte avec l'instruction, ça veut dire effectivement que le juge d'instruction peut enquêter, il peut faire des commissions probatoires, ainsi de suite. Ça peut être aussi des incidents du point de vue. Autre incidence, bien sûr, c'est que désormais, il faut considérer que depuis que la vie est rendue, il y a un fait illicite international qui s'est produit et qui est imputable à l'État du Sénégal. Du point de vue civil. D'ailleurs, dans la vie, il demande de réparer l'ensemble, l'intégralité du préjudice, sans dire tout fait tout loin. Donc, ça fait partie des incidents. On peut les multiplier, mais bon, j'imagine, on va laisser quand même le temps à la salle d'échanger. Mais un dernier point, peut-être, qui a dû vous préoccuper un peu, c'est de savoir est-ce que cet avis peut être révisé. Théoriquement, je ne suis pas juge à la place des Nations Unies, je ne m'aventurerai pas à juger à la place, je laisse le soin à la compétence du groupe de travail pour dire le droit comme ils savent le faire. Par contre, je me fondais sur mon expérience, sur mon vécu personnel en tant qu'avocat et spécialiste du droit international, me fondant sur les méthodes de travail du groupe, pour vous dire que l'hypothèse de la révision est envisageable. Elle est prévue dans les textes, mais elle est strictement et rigoureusement conditionnée. Pour pouvoir réviser un avis du groupe de travail, qui, mon confrère l'a dit tout à l'heure, une fois qu'elle est rendue, elle est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Donc, il faut 3 conditions pour faire réviser un avis du groupe de travail. Première condition, c'est que cet avis doit être rendu, et après que l'avis soit rendu plus tôt, il faut qu'on ait connaissance d'un fait nouveau. Ça, c'est le premier point. Et ce fait nouveau est conditionné à une autre sous-condition, c'est que pour que l'État puisse l'invoquer, il ne faut pas que l'État ne soit en situation de le produire dans les 2 mois. C'est-à-dire, l'État ne peut pas dire, écoutez, j'ai envoyé, mais après les 2 mois, j'ai un fait nouveau, j'avais oublié, ou j'avais jugé que je n'allais pas l'envoyer, mais finalement j'ai décidé, il ne faut pas. Mais surtout, la condition sine qua non, c'est-à-dire sans laquelle on ne fait rien, c'est-à-dire on peut vous écouter, on vous laisse rentrer diplomatiquement et on vous fera parvenir une réponse, c'est effectivement la condition essentielle, c'est que vous ne pouvez pas, vous êtes malvenu pour demander une révision si vous n'avez pas répondu dans les délais de 2 mois. C'est une question d'égard, de respect, de considération. Il faut être diplomate, et quand même, je vous fais respecter. D'accord? Si je vous donne, j'ai eu la décence, quand je reçois une plainte contre vous, je vous le donne pour vous dire, faites-moi connaître vos observations, parce que moi je ne préjuge de rien, c'est une version, donnez-moi votre version. Je vous dis que vous avez 2 mois. Vous ne m'avez pas répondu dans les 2 mois. Dans ce cas, si vous n'avez pas répondu dans les 2 mois, vous pouvez pas. La condition pour pouvoir demander une révision, il faut avoir répondu. Donc vous ne pouvez pas. Et c'est aussi pour éviter les dilatoires, parce que pour gagner du temps, les États vont attendre qu'on réponde, et après ils vont vous amener, voilà, l'effet nouveau, ainsi. Comme je vous ai dit, il y a une philosophie qui prédomine, c'est qu'on est dans une logique pour empêcher l'arbitraire, et il faut agir urgemment. Et parlant toujours des procédures urgentes du groupe de travail, je terminerai sur ça, c'est que lorsque la situation l'exige, il y a ce qu'on appelle la procédure d'appel urgent. Ça veut dire que demain,
comme je vous ai dit, c'est une procédure action populiste, c'est-à-dire très démocratique. N'importe quel individu peut chercher sur Internet s'il a un proche qu'il estime, effectivement, il peut saisir directement le groupe de travail. Et si vous estimez que cet individu, compte tenu de sa situation de santé, il est en danger ou autre chose, il y a une urgence, vous pouvez préciser que vous demandez l'examen en procédure d'urgence. Ça veut dire que le groupe de travail des Nations Unies, sans délai, va saisir le ministre des Affaires étrangères du pays où vous êtes détenu pour transmettre, et il va prendre des mesures conservatoires, va imposer, pour vous montrer qu'il a des pouvoirs quand même, le groupe de travail, contrairement à lui, il va imposer, et c'est prévu, des mesures conservatoires, le temps, effectivement, sans préjuger de rien. Mais c'est pour sauver la vie. Pour vous dire, effectivement, si le groupe de travail a ce pouvoir d'injonction, ça veut dire que quand même, il a une vraie autorité. Bon, sur ce, donc, peut-être, je vais repasser la parole à mon frère Sabatiam, en espérant pas avoir des choses. Mesdames et messieurs, vous avez le droit d'applaudir. Le travail de la modération est un travail très difficile. Outre le fait de gérer le temps, il m'incombe de fixer le périmètre de la réflexion, les termes de la réflexion. Je ne vais pas refaire la conférence. J'ai pris des notes pour vous. J'ai noté qu'il a localisé l'organe à travers le mandat émanant de la Commission des droits de l'homme, a indiqué les conditions souples, dépourvues de tout rigorisme, de saisine, grande ouverture de saisine du groupe de travail, n'importe qui peut le saisir. Habeas corpus, la légitimité des mécanismes juridiques internationaux en cas de défaillance ou d'incapacité étatique, en tout cas interne, un mécanisme quasi juridictionnel compte tenu de la souplesse et de la rigueur juridique, souplesse, dimension diplomatique, et puis juridique rigueur à travers la procédure. L'autorité de la chose jugée, revenons sur la procédure à caractère contradictoire, compétence du groupe de travail, compétence d'enquête, investigation, pièce sur pièce si vous voulez, en cas d'allégation de violation des droits de l'homme. Ce groupe de travail rend des décisions appelées avis, motivées, principalement en se fondant sur l'article 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que dire de l'avis dans l'affaire Karim Meïssa? Je vais être très succinct, dire 2-3 mots pour permettre justement à la salle de poser des questions. Alors, la première, c'est que quand on a commencé avec, je l'appelle toujours l'aîné de Maître Abdoulaye Wade, c'était dans une campagne où je lui ai dit, écoute grand, ça va pas être comme la fois dernière, j'aurais souhaité qu'il n'y ait pas des jeunes dans la rue et qu'il n'y ait pas des jeunes emprisonnés. Il me dit, mais Henri, comment tu peux penser ça? Il n'y aurait pas de jeunes dans la rue et il n'y aurait pas de jeunes emprisonnés. Mais je ne savais pas que quelques années après, ce serait mon fils Karim qui serait arrêté. Alors, c'est surprenant. Pourtant, là, Abdoulaye vient de dire que l'arrestation est arbitraire. Et si l'arrestation est arbitraire, si on est dans un cadre de justice, il aurait été libéré. Très bien. On va dire, bon, c'est pas arbitraire, ils ont peut-être raison. Et plus loin encore, par rapport au retard de réponse de l'État sénégalais, de l'État sénégalais, il y a un défaut de procédure. Malgré ce défaut de procédure, le Sénégal s'entête. En ce moment-là,
ce n'est plus un problème de justice, c'est un problème politique. Et justement, on doit réfléchir sur ça. Quelles sont les solutions, d'ailleurs, Abdoulaye a dit, quelles sont les solutions, quelles sont les forces convergentes appliquées pour influencer cette décision politique afin qu'on libère Ouad Karim. Parce que ce n'est pas possible. En ce moment-là, on revient encore à Weber, il l'a cité, qui détermine toujours l'État comme la violence légitime, la violence légale. Mais nous allons avoir la violence légitime, c'est-à-dire que chacun avec sa cora, chacun avec son stylo, chacun, mais dans une dimension convergente, on va envoyer le bruit du tam-tam jusqu'aux États-Unis, jusqu'à l'ONU, pour qu'ils comprennent que nous sommes prêts pour la libération de ce petit. C'est tout ce que je peux vous dire.